Heureux de vous retrouver sur Speed Line TV, précisément sur l'émission que vous connaissez d'ailleurs, dont vous êtes toujours fidèles à nos programmes, notamment Free Speech. Mesdames et messieurs, fini les vacances. La rentrée scolaire pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 est prévue pour quelques jours précisément, le 19 septembre prochain. Tous les acteurs du système éducatif s'affairent d'ores et déjà pour une rentrée scolaire réussie. Mais que peut-on retenir des réformes engagées dans ce secteur par le régime de la rupture depuis quelques années? Rentrée scolaire 2022-2023, des réformes dans le système éducatif en marche. C'est autour de ce thème que nous allons consacrer ce numéro avec comme invité deux acteurs clés du système éducatif, pas des moindres, deux représentants, l'un du côté des parents d'élèves et étudiants et l'autre des enseignants. Richard Segla-Dora, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants secondaires de la formation technique et professionnelle, session littorale. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. À votre côté, Epiphane Azon, président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. C'est bien ça? C'est cela. Bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté également notre invitation. C'est un devoir. Alors, je lance la question comme ça. Comment se prépare la rentrée chez vous? Bon, je l'espère bien. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour chers téléspectateurs. Je l'espère bien. Ça se prépare très bien au niveau des parents. Au niveau des parents, mais aujourd'hui on parle de la morosité économique. Tout à fait. Où les fournitures même deviennent de plus en plus chères. Tout à fait. Pour les parents qui ont traîné les pas pour préparer cette rentrée scolaire, doivent parler de morosité. Sinon, en principe, depuis mai, chaque parent doit savoir si son enfant passe en classe supérieure ou s'il reprend la classe. Et doit anticiper. Ce titre, voilà, il doit anticiper. Et à ce titre, déjà un paquet de cahiers, deux paquets de cahiers chaque mois, je crois que il va bien préparer la rentrée. Il va bien préparer la rentrée. Être surpris par le temps. Non, lorsque on se met en ligne ces derniers jours pour aller acheter des cahiers, on est en perte de vitesse. En perte de vitesse. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur Epiphane Azon, on parle de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. Quelle est cette fédération-là? On ne comprend pas. On veut en savoir davantage. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Disons que les parents, tous les parents ne peuvent pas aller défendre leur cause, non seulement auprès de l'État central, mais également auprès des administrations scolaires. Dans les établissements. Dans les établissements. Donc, c'est pour cela que de la base jusqu'au sommet, il y a l'association des parents d'élèves des écoles primaires, publiques, privées, tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire. Bon, lorsque on fait ce regroupement par circonscription, par exemple, ou bien par zone d'activité pédagogique, il y a la coordination des APE. Ça s'appelle coordination communale. Mais lorsque nous prenons Cotonou, par exemple, qui a 13 arrondissements, il y a 4 coordinations. Ça a été découpé. En zone pédagogique. Tout est décentralisé. Tout est décentralisé. Donc après les coordinations communales, il y a les fédérations départementales. On en a 12. On a 12 fédérations. À raison de chaque département. À raison de chaque département, il y a un bureau départemental dans chaque département. Et puis toutes les 12 fédérations départementales se sont retrouvées pour élire un bureau national. Un bureau national. Donc, alors, la question simple, vous jouez quel rôle exactement dans la chaîne du système éducatif béninois? Bon, nous sommes aux côtés des ministres du système éducatif pour, disons, revoir avec ces ministres-là les réformes et puis être l'interlocuteur
auprès des parents. Des sans-voix auprès de l'État. Et plaider aussi la cause des élèves également. Plaider la cause des élèves et des enseignants également. Et des enseignants également. Oui, également. Là, c'est une très bonne chose. Alors, je vous pose la question aujourd'hui. Le thème, nous allons apprécier depuis quelques années, vous êtes témoin. D'abord, vous étiez témoin par des régimes précédents, des réformes, des politiques engagées dans le système éducatif. Aujourd'hui, le régime de la rupture a pris le relais et a engagé depuis quelques années des réformes dans ce secteur-là. Si vous devez apprécier de façon globale, que diriez-vous, Monsieur le Président? Bon, je préfère qu'on apprécie réforme par réforme. Réforme par réforme, ouais, c'est vrai que ça va durer. Oui, on va y en arriver, mais on veut sinon, une note générale. Sinon, de façon globale, oui. Disons que c'est discutable. C'est discutable. Il y a des réformes qui n'ont pas fait avancer le système éducatif. Mais il y a des réformes qui ont amélioré le système éducatif. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, au fur et à mesure... Au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons évoquer certaines réformes, comme l'émission l'a prévu. Monsieur Dora, vous êtes enseignant. Non seulement vous êtes syndicaliste, vous défendez beaucoup plus la cause des professeurs, des enseignants aujourd'hui dans ce secteur-là. Vous êtes témoin, vous faites partie même des acteurs utilisés pour ces réformes-là. Si vous devez donner une appréciation, comme l'a fait tout à l'heure le président Azon, que diriez-vous? Merci. Bonjour d'abord aux téléspectateurs. Je pense que les réformes, comme l'a dit le président, s'il faut les prendre ensemble, on risque de mal juger. Il y en a effectivement qui ont marché, mais il y en a, c'est vraiment à revoir. Il y en a, c'est à revoir. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que les apprenants ont un peu plus de suivi à l'école. Il y a un peu plus de suivi. Du côté des enseignants, on a mis la barre très haute au niveau des réformes, au niveau des pressions. Il y a de la pression dans tous les sens. Et puis, je pense que le laisser-aller qui régnait jadis est en train de progressivement faire aller à reculons, le demi-tour, laisser place à un travail un peu plus de qualité. Un peu plus sérieux. L'avis peut-être partagé par le président Azon, qui suit de près aujourd'hui ces réformes-là. Il faut dire, Monsieur le Président, depuis quelques années, on note quand même, ça c'est un fait réel, que les résultats lors des divers examens, ces résultats sont de plus en plus amélioratifs, contrairement aux années précédentes. Est-ce qu'on peut dire, du point de vue global, que c'est à l'actif de ces réformes-là que nous allons apprécier tout à l'heure? Non, c'est clair que c'est à l'actif de ces réformes. Ça, c'est clair. C'est clair parce que lorsqu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suivi, les décisions sont prises et ne sont pas suivies dans leur application. Il va de soi que l'enseignant trouve les réformes, accueille les réformes, mais ne les applique pas. Tout à fait. Alors, lorsque les réformes ne sont pas appliquées, il n'y a pas de suivi au niveau de l'administration scolaire, au niveau pédagogique. Et ça se ressent sur les résultats. Ça se ressent sur les résultats. Et Monsieur Dora, je vous retourne la même question, mais je pose la question autrement. C'est vrai, aujourd'hui, les résultats sont positifs. Ça, il faut le reconnaître. Est-ce qu'on met ça à l'actif de ces réformes? Au-delà de ça, dans le système, qui peut être plus apprécié aujourd'hui dans ce système-là en matière de ces résultats-là que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'on va dire les parents d'élèves qui jouent pleinement aujourd'hui leur rôle? Est-ce qu'on va dire ce sont les enseignants aujourd'hui qui sont plus actifs? Ou bien on va dire que c'est le gouvernement central qui aujourd'hui a trouvé la meilleure solution pour qu'on ait des résultats positifs? Bon, on va mettre ces résultats à l'actif de qui dans ce système-là? J'y viens. Je pense que les réformes ont contribué en grande partie à la qualité du travail qui se fait aujourd'hui. Nous ne l'avons pas la face. Je viens de le dire, je le répète. Le laisser-aller qui régnait dans le secteur a commencé par faire reculons. Faire marche arrière, et un travail sérieux qui se fait. Par exemple, un cas simple, jusqu'il y a peu, quand on parle d'animation pédagogique, par exemple le mercredi matin, il y a des enseignants qui ne viennent jamais, qui ne finissent jamais, que dis-je. Ils préfèrent vendre 16 heures au privé pour aller sur les monnaies dans la poche, pour boire de bière. Mais aujourd'hui, qu'est-ce pour ne pas venir? C'est vrai qu'il y a toujours la traîne des gens qui s'entêtent.
mais ils sont vraiment à compter au bout des doigts. Donc les réformes, pour dire vrai, ont contribué. Ont contribué. Et ces réformes ont conduit à des enseignants plus appliqués, des enseignants qui se donnent plus au travail, qui sont plus engagés au travail. Et aujourd'hui, le système, le REAP, le réseau d'encadrement des enseignements pédagogiques, ou les CP, le code de contrôle d'encadrement aussi, jouent leur rôle, en passant, l'appui conseil, et en fait, ceci, ça c'est pas bon. Bref, ça permet aussi, ça permet à l'enseignant de savoir que, ce que je fais, je n'agis pas en ordre dispersé, mais je suis je cadré. Le code de cantonnement est là pour dire, ça c'est pas bon, corriger en même temps, puis tout se fait. Dans cette foulée, je pense que les résultats, si les parents accompagnaient comme ça se devait même être mieux que ce que nous voyons. Là, vous posez une question ou une préoccupation. Si les parents accompagnaient, je crois que c'est une question, on va revenir sur ça, Monsieur le Président, vous êtes beaucoup plus indexé sur cette question-là. Mais avant de venir, on va essayer de tirer sur le volet quelques réformes. On ira dans la pratique. Nous allons commencer par les enseignants. Depuis quelques années auparavant, vous vous plaignez, je parle des parents d'élèves, du manque d'enseignants. Des élèves qui vont à l'école, mais qui reviennent chaque fois à la maison. Nous n'avons pas de professeur de mathématiques, nous n'avons pas de professeur de français. Et carrément, certains élèves qui font 6 mois, 7 mois sans trouver un professeur de mathématiques, d'anglais et autres. Mais aujourd'hui, il semble que le gouvernement a trouvé la solution où on parle des AME. Comment vous appréciez d'abord cette réforme-là où le gouvernement a trouvé la possibilité, la politique d'occuper aujourd'hui les élèves à travers ce système qui consiste à recruter les enseignants dans une base de données, des enseignants qu'on appelle communément AME? Non, j'avoue que c'est une très bonne politique, c'est une très bonne réforme que nous, parents, nous avons applaudi. Parce que dans un passé pas très lointain, il n'est pas rare, comme vous l'avez dit, que des classes restent sans enseignants pendant longtemps. Au secondaire, c'est encore mieux parce qu'il y a toute une suite de professeurs. Mais dans l'enseignement primaire où c'est un seul maître face à ses élèves et le maître là vient à manquer, vous constatez avec moi que les enfants arrivent, c'est un enseignant d'une autre classe qui est obligé de venir leur dire, taisez-vous un peu, il y a classe à côté, ça se passe bien à côté. Donc, ainsi de suite. Mais cette politique d'AME, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça change au fur et à mesure d'appellation. Vous vous rappelez en 1978, les GIR? Bon, moi je suis un jeune, c'est peut-être que j'ai appris l'histoire. Moi j'ai connu les GIR, j'ai connu en 77, 78 les GIR. Donc ça veut dire que le système éducatif, au fur et à mesure, et chaque année qui passe, le système éducatif manque de corps enseignants. Donc, mais ce n'est pas toujours réglé. C'est pas toujours réglé. L'état actuel, le régime de la rupture, a fait un gros effort en dotant les établissements publics d'AME, que ce soit primaire, que ce soit secondaire. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a certaines écoles qui manquent encore d'enseignants. Donc, ça veut dire quoi? Concrètement, c'est les moyens financiers qui permettent de recruter le nombre d'AME qu'on peut, que l'État peut. Ben, sinon, il y a le ministre des Finances aussi qui dit je ne peux pas dépasser tel nombre de recrutements, tel nombre d'AME. Donc, si c'est plus 1, vous allez chercher le salaire de celui-là ailleurs d'autres. Donc, c'est ce problème auquel nous sommes confrontés. Mais ça ne me surprend pas lorsque nous sommes dans un régime essentiellement fiscal. Donc, au fur et à mesure de la rentrée, des rentrées fiscales, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Surtout qu'aujourd'hui, qu'on réclame à ce qui est une organisation des concours pour permettre de recruter des enseignants au lieu de parler de base de données des AME, parce que les conditions ne sont pas très, très reluisantes. Je vous pose la question, Monsieur le Président, je vais revenir. Monsieur Dora, aujourd'hui, vous êtes enseignant, vous voyez des jeunes AME qui sont recrutés, vous appréciez, mais depuis un certain moment, vous voyez dans les médias où vous défendez leur cause. Il s'agit de quoi concrètement, de ces AME-là?
qui pourtant sont là pour boucher le trou. Le président l'a dit tout à l'heure, pas auparavant, on constate que même dans le primaire, des élèves, des écoliers qui manquent d'enseignants, mais aujourd'hui, on ne pouvait plus dire les mêmes choses. Maintenant, au-delà de ça, pourquoi vous allez dans les médias également pour parler de ces AME? Il s'agit de quoi concrètement? Très bien. La vacation coûtait l'œil de la figure. À l'État. L'État en est conscience. En a conscience. Et le sait très bien. Et le système aussi a fait économiser énormément. Si on compare la vacation, ce que l'État mettait dans la vacation, par rapport à ce qu'on a maintenant pour les AME, l'État gagne gros, et très gros même. Donc, si ce n'était que, bon, de moi que tout devait dépendre des gens à qui on va faire un bon traitement pour les mettre à leur aise pour attendre de leurs résultats. Cela voudra dire que les conditions ne sont pas meilleures. Très bien. Vous les recrutez pour 9 mois de travail. Ils prennent ce service en octobre et le premier salaire va venir de décembre, janvier, où ils seront d'abord après 3 à 4 mois de vacances. Ils commencent à rentrer, on dit l'État n'a pas encore envoyé, tel collègue n'a pas encore envoyé les États, on n'a pas encore fait tel de dossier, on n'a pas encore signé des papiers, c'est bien qu'ils vont faire encore 2-3 mois, en plus des 4 mois de vacances sans salaire. On aura le premier salaire. Alors, lorsque l'enseignant vient en classe dans ces conditions, quel résultat attend de lui? N'allez pas semer du maïs à la plage et attendre que ça pousse. Et comme les étudiants coutument le dit, l'enseignement est dans la tête et dans le cœur. S'il n'est pas posé, vous voulez qu'il donne quel résultat? S'il n'y a pas la motivation. L'autre chose, il y a des tests qui régissent la masse horaire réglementaire de cours qu'un enseignant devrait faire, qu'il soit point certifié, professeur adjoint. Ces tests n'ont pas été respectés dans la République. On les bombarde d'heures, 27, 28 heures, et ils en sont jusqu'à la gorge. Vous voyez, je fais un petit calcul. Pour 28 heures par exemple d'SVT, donc de soit géo, la matière fait 3 heures par classe, 3 heures. Et il faut 8 classes, n'est-ce pas? Ouais. 8, 4, même plus que 8. 3 fois 8, 3 fois 24. Il faut plus de 8 classes pour couvrir ces 28 heures. Et dans nos classes de collège, tu n'es pas sûr de savoir, par exemple, d'ailleurs, nous avons jusqu'à 70, 75 élèves. Il faut 75 élèves fois 8. Il faut 2 à 3 interrogations par semestre. Il faut 2 devoirs, les copies à corriger. C'est énorme. Le suivi des enfants. Taisez-vous, taisez-vous. Et il rentre. Il n'a que de l'eau pour se coucher. Parce qu'il n'y a pas de salaire. Les vacances passent d'abord des poches vides. C'est comme la vacation d'un et on reprend la rentrée qui commence maintenant. Il faut encore attendre 2-3 mois d'abord dedans. Pendant ce temps-là, quelle qualité de travail attendez-vous de lui? Et non seulement ça, il est surexploité, il est surutilisé. Ce serait bien, c'est un bon système si on peut l'améliorer, si on peut accepter faire un peu de sacrifice pour eux. Si par exemple l'État peut dire, ben, augmentons un peu peut-être le salaire, non même, passons à 12 mois sur 12, comme déjà sur la toile, et puis partout dans l'indexation, les 12 mois sur 12 pour eux, pour qu'ils soient à leur aise. Vous voyez, si on les paye mieux, on leur demandera mieux. Hein. Parce qu'à qui il y a beaucoup donné, on demande beaucoup. Tout à fait. C'est clair. Comme dans la Bible, celui qui a pris 500 talents, il a remis 10. Celui qui a pris 2, on a remis 4. Donc, plus on donne à quelqu'un, plus on demande de lui. Mais quand il n'est pas dans son plat, il n'est pas bien traité, n'attendez pas de lui de bons résultats. C'est de ça que nous parlons. Mettez-les d'abord au nombre d'heures réglementaires. Par exemple, chez nous, nous avons 18 heures de cours, plus de d'AP pour les PA. Nous avons 16 heures de cours, plus de d'AP pour les PC, et PC et puis EPC. Alors, pourquoi on va faire aussi autant pour eux? À la rentrée, maintenant, nous sommes en train de faire les journées de réflexion, c'est de jeudi au vendredi. Les ASPE, ACE, j'allais dire les FE, les CDPE, on doit des points de rentrée. Qu'est-ce qui empêche aux AME eux aussi d'avoir, même si ce n'est pas au même niveau, tout quand même formé comme ça pour leur dire, bon, voilà, la rentrée là, voilà quelque chose qu'on vous fait. Par exemple, vous travaillez, ils vont commencer la rentrée avec nous le 19 septembre. Ils feront 2 semaines de cours. Mais leur contrat peut être fermé d'octobre. Qu'est-ce que ça coûte par exemple de dire, bon, le 2 semaines de cours de février, bon, on vous donne un mois là, on donne un mois, ça va essayer de vous soulager un peu des
du désert, du désert et profiter avoir la motivation pour commencer. C'est vrai ce que vous dites. Et le gouvernement a quand même trouvé une solution. Ces derniers jours, il parle d'avancement sur salaire pour ces AME afin de permettre à ce que ces AME puissent trouver quelque chose, puissent démarrer avec quelque chose. Vous avez des griefs également contre cette politique, cette stratégie du gouvernement. On va aller. En attendant, Président Azon, vous avez apprécié tout à l'heure le fait que le gouvernement a pu trouver la stratégie, la politique nécessaire afin d'occuper les élèves. Cela passe par la politique des AME. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes au courant que ces AME-là, que vous appréciez tant, ont une condition de vie et de travail qui ne sont pas, des conditions de vie et de travail qui ne sont pas très reluisantes? Tout à fait, tout à fait. Je suis informé de tout ça là et les parents l'ont décrié tout le temps, hein, plusieurs fois. D'abord, l'appellation, commençons de l'appellation AME. C'est pour la plupart ces étudiants-là qui ont fini qui ont intégré des écoles normales, supérieures comme normales intégrées d'instituteurs, oui, mais qui ont fini régulièrement et on dit qu'ils sont aspirants au métier d'enseignant. C'est ça qui n'est pas toujours clair dans ma tête. Est-ce qu'ils sont encore aspirants ou bien ils sont aspirants plutôt au métier de la fonction publique ou bien aspirants à la fonction publique. À la fonction publique. Mais aspirants au métier d'enseignant, non, ils sont déjà enseignants. Ils ont fini cette formation, le cursus pour être enseignants et ils sont enseignants. Donc lorsqu'on dit aspirants au métier d'enseignant, ça veut dire que bon, c'est des gens qui ont fait l'école, une faculté classique et qui reviennent sur le terrain et qui ont besoin d'être modelés au métier d'enseignant. Mais ce n'est pas le cas. Quand cela ne tienne, ils sont recrutés et ils sont traités. La manière dont ils sont traités, imaginez-vous, c'est des enfants que nous avons qui nous avons investi lourd. Oui. Et nous attendons beaucoup d'eux. Et la manière dont l'État les traite ne me plaît pas du tout. Ça n'avantage pas ces enseignants et ça n'avantage pas également leurs parents? Pas du tout. Parce que lorsqu'ils ne sont pas dans de très bonnes conditions, ils se retrouvent devant les enseignants. Imaginez-vous, des AME tombent du fait de vertige devant les élèves, les apprenants. Je l'ai appris. Je l'ai appris. J'ai failli le constater parce que juste quelques instants après, moi j'étais arrivé dans l'école. On m'a dit, mais voilà, celui-là, il est AME, on vient de le réveiller. Hein? Bon, là, il y a problème. Mais je suis sûr quelle a été la démarche? Est-ce que vous menez une démarche aujourd'hui auprès des autorités? Parce que vous êtes également, vous représentez en quelque sorte l'intermédiaire. Quelle a été la démarche en son temps? Parce que depuis plusieurs mois, ces AME crient au secours depuis pratiquement 3 ans et c'est pratiquement les mêmes doléances, les mêmes exigences à l'endroit du chef de l'État. Tout à fait. Partout, nous pouvons parler, nous parlons. Lors des ateliers, lors des travaux en commission, tout ça là, nous parlons. Nous décrions lorsque nous devons décrier. Nous parlons. Donc, bon, j'ai été même mis dans une commission au niveau de l'enseignement secondaire où j'étais même vice-président et le DC président. Mais le DA c'est plutôt président, mais à un moment donné, les réunions ne se tenaient plus et moi je me suis retiré. Non, ça c'est le couvent, on ne va pas tout dévaler sur ce plateau-là. Oui, la question des AME, c'est vrai, nous n'allons pas nous attarder sur ça, puisque depuis un certain moment, M. Dora, qui est en train de décrire tout à l'heure leurs conditions, c'est vrai que le gouvernement aujourd'hui est en train de trouver des solutions. Il y a même des promesses qui sont faites, des promesses qui seront tenues peut-être à partir du mois de novembre, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ongbeji. Je reste avec vous, Président, pour parler d'une autre réforme qui a quand même cerner un peu le milieu, je peux le dire comme ça, vous allez l'apprécier. Depuis un certain moment, il y a un outil qu'on appelle EducMaster, qui permet aujourd'hui à chaque élève d'avoir quand même un numéro identifiant, d'avoir quand même un parcours qui est suivi. Comment vous, en votre qualité de parent d'élèves, vous accueillez cette information? Non, c'est une bonne réforme. Ça a permis d'assagir les administrations scolaires et les parents également qui veulent que on passe
malgré la médiocrité des enfants, qu'on les passe en classe supérieure ou on les enlève et on les envoie en classe supérieure dans d'autres écoles. Dans d'autres écoles, surtout les établissements privés. Maintenant, c'est fini. C'est fini et c'est à saluer cette réforme-là. Monsieur Lora, oui. Sur la question, il y a même il y a de suivi pour des professeurs aujourd'hui. Pas pour tous d'ailleurs. Pour tous les professeurs. Déjà, le censeur est censé envoyer déjà, ou le directeur, en tout cas l'administration, envoie déjà l'heure d'arrivée de chaque enseignant en classe là, sur la plateforme en même temps. Et il y a une heure pour ça. Tout est réglementé et c'est suivi comme de l'heure au feu. Qu'est-ce qu'on gagne en ça, concrètement? Oui, on gagne. On gagne parce que, vous voyez, ils m'est arrivé de garder une élève en seconde dans une école qui est d'ailleurs échouée, que je retrouve l'année suivante dans un autre privé là. Du coup, c'est en première, en terminale même. En terminale A. Elle a échoué en seconde D. C'était en terminale A ailleurs. Elle se retrouve en terminale A ailleurs. En terminale A ailleurs. J'ai dit, mais c'est pas comment c'est passé. Ou bien c'est moi qui ai bloqué le temps, ou bien j'étais sous coma pendant un an, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai gardé ma bouche, puisque les parents d'élèves, vous mettez dans leurs affaires, ils vont vous griller. C'était là quand sa maman est venue, quand elle était en seconde. On était arrivé dans l'école pour une histoire de censeur. Avec l'année de l'approche, elle dit, pour dire, chicoter le censeur, qui est plus âgé qu'elle. La fille, elle lui dit que bon, le censeur lui fait des avances. La fille est arrivée, elle est venue avec la lanière. On a posé le problème maintenant, on dit, bon, viens dire devant nous tous que c'est vrai. Elle a dit non, qu'elle a juste voulu créer quelque chose pour que maman puisse se déchaîner pour l'enlever de cette école. Nawa était prêt à chicoter le censeur. Du coup, la fille, elle se retrouve maintenant en terminale. Ah, moi, il la voit. Je n'ai pas osé parler. J'ai peur que je chicote mes élèves. Je n'ai pas osé parler. Vous voyez, maintenant, c'est impossible. Tant qu'on n'a pas eu votre transfert sur Educ Master, votre inscription dans la classe suivante, dans une école, est quasiment impossible. Et là, ça permet aujourd'hui que si l'enfant a échoué, tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école. Il y en a qui sont faits pour être de très bons dessinateurs, de très bons couturiers, de très bons gens. C'était une fois en 6e, en 2008, en 6e, quand l'élève en griffe qui était le dernier de la classe, on lui dit tout, mais fais l'effort d'étudier, il fait tout son possible, il n'arrive pas à vous décoller. Mais il était sur la SA2, on parle de pass of body, où il va dessiner au tableau le corps, mettre les pattes, c'est comme ça. J'ai fait mon dossier, je faisais du grand séance, je passais, quand j'ai vu son dessin, c'était hyper bon. Là, vous êtes rangé. J'ai vu comment faire mon dessin, vous dites, mais votre tableau, je jouais, fais-moi le dessin. Mais je vous dis, sans réfléchir, il a pris la craie, en peu de temps, il m'a tracé, on dirait une personne entière au tableau. J'ai dit, c'est quelqu'un par exemple qu'il faut orienter, il a ses compétences, il n'est pas nul. Il n'est pas bon en anglais, mais il n'est pas nul. J'ai effacé mon dossier parce que je me dis, mais mon dossier doit être le meilleur. Mais en passant, j'ai vu que lui qui est nul, qui est dernier là, il a fait un dessin impeccable. Donc, tout le monde n'a pas fait pour l'école. Aujourd'hui, avec Educ Master, je vous dis, d'abord, les enseignants sont suivis, l'administration même est suivie, les enfants sont suivis, tout le monde est suivi, et puis, c'est où ça passe, où ça casse. C'est une bonne chose. L'autre chose, aujourd'hui, c'est vrai, on est en train d'évoquer les réformes. On parle, Président, de classes sportives et de classes culturelles. Concrètement, ça va servir à quoi? Ou vous qui êtes parents d'élèves, est-ce que vous pensez qu'il y a un profit par rapport à cette initiative du gouvernement où aujourd'hui on crée un peu partout dans les collèges et lycées des classes sportives et des classes culturelles? Bon, c'est peut-être pour détecter des talents en sport, en foot par exemple, ou en autre discipline sportive, et puis des talents en spécialité, disons, artistique. Oui, ceux-là qui sont forts dans les théâtres et autres là. Je crois que c'est cela. Mais il est question d'orienter, de bien orienter l'apprenant, parce qu'il n'y a aucun apprenant nul. C'est-à-dire que sa mauvaise orientation peut l'amener à être dernier tout le temps, mais une bonne orientation de ce sujet-là peut l'amener à exceller. Vous allez vous demander, mais comment c'est celui-là que j'ai connu dernier et qui se retrouve premier dans cette filière-là? Donc, il est question d'une bonne orientation. Et ça, là, ça concerne tant l'État central que les parents. Parce que les parents, parce que dans l'autre maison, l'enfant de l'autre est sorti médecin, il faut nécessairement que mon enfant sorte médecin. Et puis, on part avec le bac 10, 10 sur 20, et on dit, ben, l'enfant dit qu'il veut être médecin.
Avec 10 sur 20, c'est difficile. Hein? Mais est-ce que cette difficile. question-là, vous comprenez, vous venez même d'étaler ça. Oui. Est-ce que vous arrivez à faire une communication auprès de vos parents pour comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être les mêmes choses? Tout à fait, tout à fait. Je viens de parcourir les 12 départements du 14 juillet au 28 juillet. Ça a été énorme. Oui, 12 j'ai départements. parcouru les 12 départements. Oui, chaque année, il faut le faire en tant que président national. Sinon, vous restez à Cotonou, vous bombez le torse et vous dites, bon, écoute, je rayonne alors que vous ne rayonnez en Cela rien. voudra dire aujourd'hui, les parents d'élèves sont au courant. Oui, j'ai communiqué et surtout de l'orientation des enfants. C'est pas parce que la maison A a sorti un ingénieur ou bien un médecin que la maison B doit sortir un ingénieur ou un médecin. Et puis les gens tournent dos à des filières porteuses. Le stylisme par exemple. Le stylisme par exemple. La cordonnerie par exemple. La menuiserie par exemple. Qui est-ce qui ne s'assoit pas sur un tabouret ou une chaise? Et qui est-ce qui ne s'assoit? Nous sommes tous au chaussée ici. Hein? Donc, ainsi de suite. Qui vous avez mis un beau costume. Alors, il a fallu quelqu'un. Il a fallu quelqu'un pour d'abord créer cette mode-là et puis passer cela à son... comment à son livreur, à son acheteur, pour vendre ça. À sa couture. Sa couture. Donc, il faut l'orientation des enfants. D'accord. Et c'est un domaine vaste aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup plus de ça, de l'orientation des enfants. Et vous prenez déjà ce problème à bras le corps. Merci, Président. Monsieur Nora, sur la même question, on parle de classe sportive et de classe culturelle aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est une manière pour occuper les apprenants ou le gouvernement a une autre idée derrière la tête? Non, je pense que ce n'est pas nouveau. Quand j'étais au collège, au secondaire, nous avions ça. Les vendredis, à partir de 17h, il n'y a pas cours dans le collège. Il y a session Zindi, session Tchekoumé, session Playback, session Club d'anglais, session... Bref, il y avait toutes les sessions. Au football tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est que le retour de cette réforme ancienne sous une autre appellation. Aujourd'hui, une appellation appelée classe sportive, classe culturelle. Ce n'est pas mauvais, comme vient de le dire. L'enfant peut ne pas être bon en classe, mais bon ailleurs. Vous avez même illustré tout à l'heure un exemple. Alors, si nous avons besoin de bons footballeurs pour les éclaireurs, que dis-je pas éclairés, hein? Désormais c'est les guépards. Bon, l'équipe nationale. Voilà, nous avons besoin. Donc, c'est pas si c'est à travers ces classes sportives, on peut détecter les talents qu'il faut, on les envoie, on les forme pour. Donc c'est pas mauvais. Et puis le sport, ça ouvre l'esprit. Le sport contribue à ce que nous mettons en classe la passe. Ça met d'abord, c'est d'abord la santé, puisque envers ces mouvements, ça donne du tonus à l'apprenant. Il a la santé vigoureuse et ça ouvre son esprit pour être mieux apte pour suivre les cours en classe. Donc, c'est d'abord pour tirer des talents et les former pour les sports et puis l'art plus tard, mais c'est aussi bien pour faire mieux assimiler les cours en classe. C'est pas mauvais. Merci. Président, je reviens vers vous. Une autre réforme, on parle désormais des lycées techniques. Le gouvernement est en train de faire cette promotion-là. Il pense que désormais, les collèges d'enseignement, quand on parle, les enseignements généraux sont en quelque sorte de trop, qu'aujourd'hui, qu'il faille trouver la solution, qu'il faille, n'est-ce pas, faire tout possible pour promouvoir les lycées techniques. Comment vous accueillez cette information, cette initiative du gouvernement? Non, je crois que les parents ont beaucoup contribué à cette initiative du gouvernement. Hein. Comment? C'est le lycée, c'est les lycées, pas les lycées techniques, parce que les lycées techniques, il y en a, les lycées de formation professionnelle. Les lycées de formation professionnelle. Parce que les lycées techniques, c'est 30% de pratique et 70% de théorie. Hein? J'ai un neveu qui a eu son DT en électricité, je l'ai envoyé me changer une douille là, mais l'électrique, l'énergie électrique l'a projeté vers le mur. C'est-à-dire qu'il n'a pas maîtrisé c'est 30% de pratique. Alors que la formation professionnelle, c'est 70% de pratique et 30% de théorie. Et je crois que c'est à ça que nous allons arriver, c'est à ça que l'État est en train de tendre. Et en créant, en optant pour la création des lycées
de formation professionnelle un peu partout dans le pays et nous sommes preneurs. Est-ce que, oui, Monsieur le Président, le fait de faire cette promotion-là, les écoles de formation professionnelle, les centres de formation professionnelle, les lycées techniques, est-ce que à la longue, on ne va pas délaisser l'enseignement général? Parce que là aussi, on a besoin quand même des formés pour la nation. Oui, l'enseignement général, ça nous a apporté quoi? Moi, j'ai dit à la réunion, à l'atelier du Conseil national de l'éducation, l'atelier de préparation pour la rentrée scolaire, j'ai dit il faut faire une révolution courageuse. Il faut opter pour une révolution courageuse. Le colon nous a trop traîné. Maîtrise en histoire géo, on étudie le Japon, les États-Unis et tout ça là, et on oublie le Bénin. Est-ce que ça là, en quoi ça nous a propulsé? Il faut quand même connaître l'histoire des autres pays. Oui, ben tout ça là, je suis d'accord, mais en oubliant son pays, son petit Bénin là, on ne le maîtrise pas. Et on maîtrise le Japon, la Chine, les États-Unis, la France. Bon, je crois qu'il faut arrêter ça et penser maintenant à la professionnalisation des apprenants. De manière à ce que ces apprenants s'autonomisent. Parce qu'il y a beaucoup qui sont à la traîne maintenant en train de dire j'ai l'honneur, ainsi de suite, ou bien on veut 20 places et c'est 25 000 dossiers qu'on a à étudier. Et tous ces dossiers-là doivent donner 5 000 francs de frais de constitution de dossier, ainsi de suite. Vous voyez ce que ça fait pour les parents? Les parents. Oui. Et maîtrise en histoire géo, nous les avons sous les bras. Ils font femme, ils prennent femme, ils font enfant, et c'est sous nos bras. C'est pas comme sur les parents. Alors que les parents avaient quand même dépensé. La comédie a un seuil. La comédie a un seuil. Monsieur Dara, sur la question des lycées techniques, des écoles de formation professionnelle, aujourd'hui, l'État est en train de faire cette promotion-là au détriment de l'enseignement général. Est-ce que vous pensez que c'est une révolution qui doit aboutir à un vrai développement de notre pays? Ce n'est pas mauvais que de penser à des écoles professionnelles, des écoles de formation professionnelle. Pas mauvais. Parce qu'on dit, tout le monde n'est pas fait pour l'enseignement général. Mais ce n'est pas une raison non plus pour faire dos à l'enseignement général, pour tout mettre dans l'enseignement professionnel là-bas. Puisque, comme il n'y a pas encore une école professionnelle, où on sort pour pouvoir placer le cathéter pour un patient. Il n'y a pas encore. Capable du professionnel, ce sont les choses, les métiers, comme l'a dit, le stylisme, la cordonnerie, la menuiserie, et puis comme ça. D'accord. Mais il faut les deux. C'est vrai qu'effectivement, l'enseignement général aujourd'hui, tout est dedans, c'est un foutu, et puis au finish, nous avons beaucoup de chômeurs. C'est pas faux. Mais ce n'est pas une raison, je le répète, puisque je ne sais pas le président qui l'a dit, il a déjà dit que c'est bon, et puis c'est vrai que c'est bon. Mais ce n'est pas une raison pour faire dos à l'enseignement général, puisque nous avons aussi besoin des journalistes, nous avons besoin par exemple des médecins, nous avons besoin des ingénieurs. Alors il faut savoir orienter. Le problème, ce n'est pas une question de créer des écoles, mais de savoir orienter qui peut rester où pour faire quoi. C'est ça en fait. C'est un travail de base. C'est ça justement d'abord. Donc c'est très important. Créer d'accord avec l'école professionnelle, mais savoir orienter. Par exemple, vous voyez déjà, on élève des aptitudes de sortir un très bon avocat, sinon un très bon magistrat, un très bon médecin, un très bon dentiste, un très bon ceci. Et puis vous le foutez dans une école professionnelle pour dire, bon, on va prendre le stylisme. Vous avez tué en lui le talent, vous avez tué en lui le génie. Donc, une chose de créer les écoles, l'autre est de savoir faire l'orientation adéquate pour mettre qui, où il le faut et comment. Et comment? Question de l'orientation, Monsieur le Président, vous qui participez à des ateliers auprès de l'administration, du gouvernement central, est-ce que vous arrivez à faire cette proposition-là, la question d'orientation surtout? Oui, parce qu'on semble que le gouvernement, ça semble que le gouvernement n'arrive pas à vraiment miser sur cet aspect-là, la question d'orientation. La question d'orientation est capitale et je crois que non. Si le gouvernement ne misait pas sur cette question-là, est-ce qu'il aurait réfléchi à la création de ces écoles de formation professionnelle? Il est vrai, comme il l'a dit, on ne peut pas fermer l'enseignement général parce qu'il y a des talents là aussi, comme il l'a cité tout à l'heure, des médecins, des ingénieurs agronomes, tout ça. Encore que là, c'est des spécialités. C'est des spécialités. Des avocats, c'est des spécialités.
Mais généraliste tout court, là, disons, histoire géo, maîtrise en espagnol, maîtrise en allemand, je ne les condamne pas parce que là, c'est déjà consommé. C'est déjà consommé, mais il faut qu'ils se réorientent. Il faut qu'ils se réorientent. C'est comme quelqu'un qui me dit, je suis informaticien. Ton informatique, là, est orientée sur quelle spécialité? Donc, c'est important. C'est important. Donc, généraliste, d'accord, mais après le bac, par exemple, il faut orienter, il faut discuter avec l'apprenant pour avoir ses capacités, ses compétences. Détecter en lui les capacités et l'orienter dans ça là, sinon, au finish, ça va capoter. Ça va capoter. Alors, nous allons aborder un autre aspect dans le système éducatif. Et c'est vrai, aujourd'hui, je laisse d'abord, Président Azon, je m'adresse à vous, Monsieur Dora. Depuis quelques années, on voit que vous vous plaignez des élèves. Ou, au-delà des résultats, il y a qu'aujourd'hui, à l'école, ce n'est plus ça, l'éducation est ratée un peu. Ou vous vous plaignez, n'est-ce pas, des parents d'élèves qui ne jouent plus pratiquement leur rôle et qui laissent tout dans la main, n'est-ce pas, des enseignants. Quelles sont ces attitudes-là qui vous poussent à penser à cela? Monsieur Joël, je vous remercie. C'est une question qui me fait vraiment plaisir parce que il y a fort longtemps que j'attendais une telle occasion pour... C'est vrai que nous n'avons plus trop de temps pour parler, mais on va essayer. Avec la politique de tous à l'école, nous avons eu la poussée démographique scolaire. L'école est remplie de tout aujourd'hui. L'effectif est devenu... Puisqu'on a dit, bon, l'école c'est gratuit, eh bien, tout le monde vient se pointer, les mains vides. La rentrée pour le deuxième prochain, comme l'a dit le président, on aurait dû déjà qu'on ne peut pas acheter un paquet de cahiers depuis mai. Mais on ne l'a pas fait. Et on ne le fera même pas avant l'entrée. Pour certains parents d'élèves. Et pour la grande partie d'ailleurs. Parce que c'est que je vis. Dans le privé, les choses, c'est beaucoup plus acceptable. Mais chez nous, au public, ma foi, franchement, c'est pas la joie. Je passerai maintenant 1 à 2 mois maintenant à crier, à supplier pour avoir un cahier de 100 pages chez Napoléon, par exemple, X, dans lequel il met anglais, mathématiques, PCT, tout, et genre tout quanti. Est-ce que ce n'est pas la cherté de la vie qui pousse ses parents à ne pas avoir les ressources nécessaires pour répondre à ces besoins de leurs enfants? Et je reviens. Si vous n'avez pas la politique de vos, que dis-je, de vos moyens, non, plutôt les moyens. Si vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous me faites la politique de vos moyens. L'école c'est vrai, on a dit que c'est gratuit, mais je n'ai même pas les moyens qu'il faut pour acheter par exemple les cahiers, même mes enfants. Et je les envoie là-bas. Maintenant, il vaut mieux ne pas, à mon avis. Parce que même si c'est gratuit la scolarité, il y a des efforts que les parents doivent fournir. Je peux par exemple un cas simple. Aujourd'hui, maintenant, surtout pour nos écoles publiques, vous allez voir des élèves qui, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, n'auront pas les cahiers de cours. En anglais, par exemple, il n'y a pas de cas d'activité. Mais il y a un document qu'on appelle document d'accompagnement que la DEPIC a mis à disposition des enseignants pour d'anglais pour les apprenants. Un document, dites-leur de faire même de 10 pages, ça fait 100 francs. Vous allez crier pendant 2 semaines, il n'y aura pas 2. C'est-à-dire qu'en classe de ces 4 élèves, je n'ai pas 15 documents pour travailler. Or, le document accompagne le travail. Et sans ça, je ne peux rien faire. Et c'est le parent d'élève qui devait jouer ce rôle. Le parent qui devait jouer ce rôle, ce n'est pas moi, mon enseignant. Et les tests encore en la matière, du moins du rôle, sont très durs. Aucun enseignant n'a le droit de mettre un seul élève pour faire le document. Du coup, ils sont là, en bavarder, le peu qu'il y a le document. Comment on fait? On fait avec. Vous voyez? Maintenant, vous voulez que ça donne quel résultat? Donc, il y a une démission parentale entière. J'ai par exemple, cas de troisième, je dis troisième, dans le cas des années où j'ai de la classe 55 environ, je n'ai pas eu 15 documents de travail. Et les cahiers, il y en a qui en ont, d'autres l'ont pris, il y en a bon, monsieur, on ne peut pas les moyens, que d'ici, à fin de mois, on va payer les cahiers. C'est tout un embryamini. Et dans ça, vous voulez attendre quoi des enseignants? On n'est pas des magiciens. On ne peut pas faire de la magie. Vous voyez, le salaire que nous gagnons, encore que le même salaire qu'on a, des enseignants sont maintenus le même salaire depuis 10 ans, depuis 8 ans, sans formation initiale. Qui d'ailleurs, même le salaire qui au départ ne suffisait pas. Ah bon, le gouvernement est en train de trouver des solutions pour ça. Maintenant, les enseignants, les élèves viennent sans document, vous voulez faire comment? On dit, l'élève enseignant, s'il peut, s'il a les moyens, il peut acheter ou peut-être faire quelques photocopies pour les aider.
Mais c'est comme étant plus de faire. Plus de faire continuellement et avoir encore des moyens pour mes enfants à la maison. Pour les enfants à la maison. C'est compliqué. L'autre chose, oui. les enfants quittent la maison, ils ne sont pas à la maison, ils ne sont pas à l'école, ils ne savent pas où ils sont. Et des parents s'en foutent réellement. Des parents, par exemple, qui ne mettent jamais le pied à l'école. Ils envoient seulement les apprenants, allez-y, et puis c'est fini. Et puis, le parent doit suivre son enfant. Logiquement, le parent doit venir à l'école. Au moins, Pour s'enquérir des informations. Pour dire, ah, mon enfant, comment il se comporte? Est-ce qu'il suit bien les cours? Est-ce qu'il est régulier en classe? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Le cahier de conduite, les notes qu'il reçoit. Ah, que faut-il faire? Monsieur censeur, en quoi pouvez-vous m'aider? La discipline, monsieur les SG, qu'est-ce qu'on peut faire en la matière? Des parents que vous ne voyez que lorsqu'il y a peut-être une fête. Il y a tranquille, il y a à manger, peut-être qu'ils vont apparaître, sinon vous ne les verrez jamais pratiquement. Et c'est comme ça, on attend quoi des enseignants? Donc, élève qui vient à l'école quand il veut, qui sèche les coups, il n'y a rien à y dire. Et par exemple, ceux qui, il n'y a pas la moindre pression. Il n'y a pas la moindre pression, il n'y a pas le moindre suivi. L'enfant rentre aujourd'hui, il revient le coup suivant, vous êtes sûr, convaincu qu'il n'a même pas ouvert votre carrière de revenir. C'est ça quoi. Il y en a aussi des enfants qui sont dans la rue, sans parents d'ailleurs, du coup c'est eux-mêmes qui vont même courir pour trouver des... J'ai une femme, c'est un premier, je ne vais pas appeler son nom, qui m'a dit, monsieur, c'est quand il finit de coucher à 18h, que je m'en vais travailler, je ne sais où, il ne veut pas demander, vous dire où, pour avoir de l'argent, pour me garder. Donc, je suis pas vraiment... la liste est vraiment longue, monsieur Dora. Monsieur Azon, vous êtes au banc des accusés, en quelque sorte, en griffe, par rapport à ça. Les parents d'élèves qui aujourd'hui n'ont pas de suivi par rapport à leurs enfants. Et chaque fois, les enseignants décrivent cela. Non, j'avoue que je dois être sincère par rapport à l'accusation de l'enseignant. De l'enseignant, ça c'est vrai. Je n'ose pas généraliser, mais il y a les parents sont en train de démissionner. Ça, il faut l'avouer. Et comme il a si bien dit, je l'ai toujours dit sur les zones, lorsque vous n'êtes capable que de supporter 3 enfants, n'allez pas en faire 7. Très bien. Lorsque vous faites 7, bon, les 4 autres, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller pour vous en occuper. Bref, c'est comme ça que des déviances sortent, disons les incapacités sont constatés. Les vices, notamment. Les vices, oui, les vices, parce que c'est clair, hein, lorsque tout n'est pas au point, ben, lorsqu'il n'y a pas de suivi, non, lorsqu'il n'y a pas de suivi, c'est pas bien. Et puis ça là, les parents ne vont pas s'imprégner. J'ai envoyé des communiqués, hein, radio, à la veille de cette préparation de la rentrée pour attirer l'attention des parents sur ce qu'ils doivent faire. Le suivi scolaire, ça crée un énorme déficit au niveau des parents. Ils ne suivent pas, ils n'en ont pas le temps. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première richesse, c'est les enfants. Hein? Ce n'est pas l'argent que vous allez chercher. Il est vrai, vous en avez besoin pour investir sur les enfants. Mais lorsque vous construisez des maisons à étages, au lieu d'en construire dans le congolo de chaque enfant, vous mourrez et puis, bon, c'est les tiraillements. Oui, c'est l'obscurantisme pour faire disparaître quelques frères pour devenir le seul héritier. Oui, c'est dommage. C'est dommage, mais pendant que les parents nous suivent, je crois qu'il faut qu'ils se prennent davantage au sérieux dans le suivi scolaire. Qu'ils s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants. Ils sont les premiers éducateurs. Le tout ne suffit pas d'acheter les fournitures d'un enfant à l'école. Non. L'éducation d'abord. L'éducation d'abord. Sinon, lorsque vous mettez tout à la charge de l'enseignant, l'enseignant est le deuxième éducateur et celui qui est chargé de la pédagogie. De la formation, de l'instruction. Lorsqu'il doit éduquer d'abord et instruire ensuite, il est déjà asphyxié. Donc, nous devons alléger la tâche à l'enseignant. Monsieur Azon, c'est pratiquement la fin, hein, 52 minutes. Ça passe vite. Très vite. Quel mot de fin ou appel à lancer aujourd'hui à la veille de la rentrée scolaire pour les parents d'élèves? Non, aux parents d'élèves, je leur dirais de redoubler d'ardeur dans le suivi scolaire et de prendre leur responsabilité parce que un enfant qui doit aller à l'école sans le moindre copec dans la poche, après la récréation, tout ce que l'enseignant dit comme chose là, comme information, ça entre dans l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. Et à l'enfant, je lui dirai son avenir et rien que son avenir. Merci beaucoup, Président Azon. Monsieur Dora, du côté des enseignants aujourd'hui,
qu'est-ce que vous allez dire pour quand même déballer la rentrée? Vous qui réclamez tant de choses au gouvernement. Non, je pense que nous faisons notre travail et nous le ferons d'ailleurs. Déjà, actuellement, les enseignants sont à pied d'œuvre, on ne doit plus. Les fiches à remettre à jour, il y en a à reprendre carrément. On a déjà eu les progressions, je dis vendredi pour les journées pédagogiques, les progressions, les nouveautés apportées. Donc, il y a tout un tas de préparatifs pour nous. Nous, je le fais, je sais qu'ils le font aussi. Et ensemble, nous allons faire notre part. Si chacun fait sa part, c'est ce que nous aurons une rentrée apaisée pour des résultats meilleurs. Merci beaucoup, M. Richard Segla-Doha, secrétaire général adjoint du secrétaire national des enseignements secondaires de la formation technique et professionnelle, session littorale. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Pour d'autres sujets, notamment dans le domaine éducatif, nous allons encore vous inviter pour opiner. Une fois encore, merci beaucoup. Monsieur Epiphane Azon, qu'on ne présente plus, président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin, merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Et nous restons ouverts à vous accueillir n'importe où, n'importe quand pour également opiner sur l'actualité, notamment l'actualité dans le domaine éducatif. Merci et bon retour chez vous. Bien, merci. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Ce numéro de Free Speech, on vous retrouve très prochainement. Restez câblés à nos programmes. Merci à toute l'équipe de la production et de la réalisation de cette émission. On vous retrouve très bientôt. À bientôt.